Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne. Je vais reprendre le concept qu'avait fait le youtubeur spécialisé cinéma Dirty Tommy. Il avait fait il y a environ 7 mois un nouveau format qui s'intitulait Les films cultes des années 80 que ChatGPT déteste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ChatGPT, c'est une intelligence artificielle sur un algorithme de milliards de réponses et de milliards d'informations sur Internet, et réussit à synthétiser tout ce que vous pouvez imaginer, j'en sais rien moi, critique de films, ça peut être aussi les astuces de jeux vidéo, j'en sais rien moi, il peut synthétiser des recettes de cuisine, par exemple on lui demande quelle est la recette d'un poulet au marron, il va te synthétiser ça. Bref, c'est un peu un synthétiseur de l'ensemble d'Internet. Donc, évidemment, c'est pas un être humain, mais il synthétise quand même la majorité de ce qu'il dit sur Internet, mais avec quand même l'avantage de cette intelligence artificielle, c'est avec des nuances. C'est-à-dire, ils prennent tout ce qu'il y a sur Internet, sauf qu'il va quand même synthétiser quasiment tout ce qu'on lui demande. On peut lui demander aussi de faire des miniatures pour nos chaînes YouTube. Enfin bref, c'est un outil extraordinaire. Bon, attention aux dérives, de pas non plus de ne pas non plus se servir que de ChatGPT, parce que après, plus on se servira de ChatGPT, plus il sera faussé, et moins il sera en capacité de nous proposer de vraies réponses. Parce que, évidemment, puisque c'est généré à la base par des humains, si des humains sont plus sur ChatGPT que sur leur propre histoire à eux, quoi. C'est-à-dire, si les êtres humains, plus ils vont solliciter ChatGPT, et moins ChatGPT sera en capacité de nous répondre, puisque ça sera tout biaisé. Ça sera tout... Voilà, c'est-à-dire que les gens ne chercheront plus par eux-mêmes, donc il y aura plus de nouvelles réponses. Et j'ai entendu dire que plus on servira de ChatGPT, plus ChatGPT sera pauvre. Vous regarderez ça sur Internet, c'est un peu un débat assez technique. Je vais pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre le concept de Dirty Tommy, les films cultes des années 80 que ChatGPT déteste. C'est-à-dire que là, il a synthétisé... je lui ai demandé les films cultes des années 90 que ChatGPT déteste. Moi, j'ai pris la version 90 et Dirty Tommy a pris les films cultes des années 80. Donc je me suis dit, bon, ça fait 7 mois qu'il n'a pas fait ce format-là. Donc je me suis dit, je me lance à mon tour. Désolé Dirty Tommy, mais j'ai envie de tester moi aussi ton format que je trouve extraordinaire. Me tape pas dessus, hein, m'affiche pas sur les réseaux. Voilà, c'est un peu... pour te rendre hommage aussi, parce que je trouve ton concept génial. Donc, puisque ça fait 7 mois que tu n'y as pas touché à ton format, je me dis, je vais le prendre une fois. Et si dans le futur, tu décides d'en refaire une autre, tu me verras plus faire ce format pendant un laps de temps, quoi, pendant 6 mois, 7 mois. Là, en tout cas, je prends ton concept. Moi, je l'adapte en version années 90 des films cultes. Et donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ChatGPT est nuancé ? Est-ce qu'il est orienté politiquement? Bref, c'est un peu une expérience sociale et aussi personnelle pour savoir si je suis d'accord avec ChatGPT ou pas. En gros, c'est un peu un test grandeur nature sur ce qu'est ChatGPT vraiment en termes de critique cinéma, de subjectivité, d'objectivité, et est-ce qu'il est orienté politiquement, etc. Donc, je vais aller sur... Hop, voilà. Tac, voilà, je suis obligé de faire ça parce qu'en fait, j'ai mes onglets, j'ai posé mon portable dessus, sur le PC. Donc, alors, j'ai marqué les films cultes des années 90 que tu détestes vraiment. Fais-moi une petite liste de 10 films de tous les genres. Fais une critique d'une 20aine de lignes à chaque fois et ne prends pas l'avis des gens. Prends ton propre ressenti et ta subjectivité. Oui, c'est nuancé, mais ChatGPT a quand même une subjectivité partielle, quoi. Il faut pas, c'est pas un être humain, mais il a pas des sentiments, mais on va dire qu'il arrive à être nuancé dans ses propos.
et soit pas orienté politiquement, sauf si vraiment c'est important pour ta subjectivité. Voilà, donc je l'ai aiguillé là-dedans, je trouve que j'ai quand même été le plus juste possible. Alors là, il m'a répondu, d'accord, je vais jouer le jeu et te donner une sélection de films cultes des années 90 que personnellement je trouve largement surestimés ou que je n'apprécie pas vraiment. Pas de filtre, juste mon ressenti subjectif. Voici donc ma liste de 10 films, toujours confondus. Alors je ne connais pas du tout les 10 listes, je me suis pas fait spoiler. Il y a que le premier film que je me suis fait spoiler parce que c'était juste en dessous, donc mes yeux se sont portés dessus. Et on va commencer, bah là, voilà, là il n'y a pas de, voilà, là c'est le seul spoil de, je me suis fait spoil juste ce film, enfin le premier film sur les 10, Titanic, de 1997. Alors, je vais lire la critique. Alors j'ai fait une critique un peu, j'ai demandé en une vingtaine de phrases. Hein. Bon, il me l'a fait en une dizaine. Me demandez pas pourquoi. Alors, Titanic, je sais. Titanic a marqué une génération. Ça, c'est sûr qu'il a marqué toute une génération. Mais pour moi, c'est l'exemple parfait de la surexploitation d'une tragédie historique, au service d'une romance totalement artificielle. Alors, c'est vrai que au cœur de ce récit, il y a une romance. C'est vrai que peut-être que la romance l'emporte peut-être sur tout le reste, même peut-être sur le côté historique. Je trouve que ce qu'il dit est quand même plutôt intéressant. Si on n'apprécie pas la romance, une romance au cœur d'un récit historique, c'est sûr que ça peut faire défaut. Ça peut être un défaut pour ceux qui n'aiment pas la romance. C'est totalement louable comme raisonnement. La mise en scène de James Cameron est indéniablement impressionnante. Ça, c'est sûr que niveau technique, des effets spéciaux et tout, c'est une prouesse technique hallucinante, ça c'est sûr. Mais le film souffle d'un manichéisme gênant et de dialogues parfois ridicules. Alors, c'est vrai que par rapport à son côté un peu romance, il peut avoir un côté un petit peu nanardesque dans ces dialogues. C'est un peu gnangnan dans ces dialogues entre Rose et Jacques. Oui, c'est ça. Donc entre Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett. Si c'est pas Cate Blanchett, je vais me faire détruire dans les commentaires. Manichéen, oui, manichéen. Alors manichéen, je ne connais pas du tout ce mot. Manichéen. Alors manichéen, relatif au manichéisme. Ok. Partisan du. Putain, mais ça me dit rien ce que c'est. Et dans son acception contemporaine, au sens figuré littéral, une attitude consistant à simplifier les rapports au monde. Ah oui, d'accord, ah oui, d'accord, donc c'est en gros ce qui reproche le plus, c'est qu'en fait, à cause de ce côté manichéen de la romance, on allège un petit peu le propos du film, qui est quand même une catastrophe humaine extrêmement grave. Alors ne regardez pas ma blessure, hein, voilà. J'ai une espèce de crevasse là qui est en train de cicatriser avec une croûte. Regardez pas, c'est pas beau, à voir. Voilà. Voilà, rien de grave, hein, c'est juste ça m'a fait une crevasse à cause d'une crème que j'ai mis, ça m'a brûlé les doigts. Enfin bref. Donc je suis peut-être plutôt d'accord avec ce que dit le ChatGPT. Moi je le pense pas vraiment et puis ça fait aussi un moment que je l'ai pas vu. Donc souffre d'un manichéisme gênant et de dialogue parfois ridicule. Bon. Ce qu'il aime pas, surtout, c'est le côté dialogue de la romance. Ok. La grande histoire d'amour entre Jacques et Rose me semble fabriquée de manière tellement poussée qu'elle me décroche plutôt qu'elle ne me touche. Ça, c'est un avis plutôt subjectif que je respecte. Et surtout la scène de fin avec My Heart Will Go, qui s'éternise, c'est juste l'apothéose du pathos. C'est pas à la fin avec le glacier, là, j'ai pas la ref, là. Ouais, il y a peut-être un petit côté pathos, oui. Je suis plutôt d'accord. Peut-être qu'il y a peut-être un petit côté dans l'immensité grandiose de ce film, il y a peut-être un petit côté un peu nanardesque qui peut énerver. Je peux le comprendre. Bref, un film qui à mes yeux se repose trop sur son spectacle visuel et sa mélancolie forcée au détriment de la profondeur émotionnelle. Oui. On a mis un peu de pathos pour oublier un petit peu l'échelle humaine de ce désastre humain et de cette classe sociale qui est vraiment dramatique. On a allégé le propos pour éviter de choquer son auditoire. Oui, bah je
Alors moi, je suis pas d'accord, subjectivement parlant, je suis pas d'accord, mais objectivement parlant, moi je trouve que ce qu'il dit, ça se tient. Donc voilà la première critique de ChatGPT. Ensuite, Forrest Gump. Ah bah putain, il s'attaque à Forrest Gump de 94. Le personnage de Forrest, interprété par Tom Hanks, alors Titanic je l'ai vu et Forrest Gump aussi, interprété par Tom Hanks, est censé incarner la simplicité et l'innocence. Jusque-là, ok. Mais pour moi, il devient rapidement agaçant. C'est vrai qu'il peut avoir un côté attachant. Donc attachant et chiant à la fois. Parce que bon, il a sa maladie, ok, il a son... je sais plus ce qu'il a comme maladie exactement. Il est un peu simplé, un peu... Je sais plus comment s'appelle cette maladie. Enfin bref, la façon dont le film nous assène des leçons de vie avec une grosse louche de n'importe qui peut changer le monde. Oh, d'accord, donc en fait ce qui énerve ChatGPT, si j'ai bien compris, c'est qu'on prend l'handicap d'un personnage pour à tout prix forcer le trait, pour nous faire voir des messages pour changer de monde, pour essayer de nous faire voir, nous faire changer de monde, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc le film nous assène des leçons de vie, voilà, des leçons de vie avec une grosse louche de n'importe qui peut changer le monde. Ok, donc on prend un personnage et on le voit qui change le monde en faisant diverses activités, par exemple s'engager pour la guerre en Vietnam, suivre un personnage pour... Ok, donc en fait son côté un petit peu message forcé, ça énerve un peu ChatGPT. Je sais pas si je suis d'accord avec ChatGPT, mais ça peut peut-être énerver, oui, le fait de nous faire toujours des messages à outrance. Alors ok, alors notre personnage, il est handicapé, mais il fait ci, il fait ça, il évolue dans la société, bref, c'est toujours plus, lui, le personnage, l'avancée du personnage, ça ne s'arrête jamais, voilà, c'est un peu les prouesses techniques d'un personnage. Après, est-ce que c'est un défaut en soi, mais c'est quand même à la base c'est le scénario de base qui est comme ça, quoi. Je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher là-dessus, mais bon. Après, c'est l'avis de ChatGPT. Me semble profondément naïve et un peu prétentieuse. Bon, il trouve le côté un peu naïf et un peu prétentieux. Alors, ouais, c'est... On passe un message... peut-être en fait, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on voit le dépassement de soi malgré nos handicaps et malgré nos doutes et malgré nos problèmes. De se dépasser. Moi, je trouve que c'est un message plutôt intéressant, quoi. Au contraire, il y a rien pour moi de prétentieux et de naïf. Peut-être un petit côté naïf, un côté un petit peu on idéâtre. Peut-être un peu trop un personnage. Au détriment peut-être de la vérité, parce que peut-être qu'un personnage comme ça, dans la vraie vie, on nous fait peut-être voir que le bon côté de ce personnage. Mais c'est vrai qu'un handicapé dans la vraie vie, il va pas faire autant de prouesses que ça, à part à de rares exceptions, mais le film est peut-être pas assez terre à terre. En fait, ce qu'ils veulent dire, je pense, c'est que le film est peut-être pas assez terre à terre pour vraiment être crédible envers notre personnage et l'handicap. Peut-être. En fait, peut-être, il y a un raisonnement là, je trouve assez intéressant. Non. L'histoire me paraît trop lissée, trop construite autour d'une série de moments iconiques qui semblent être placés là pour manipuler les émotions du spectateur. Peut-être, il y a peut-être un petit côté pleurer dans les chaumières, parce que notre personnage est tellement attachant, on va mettre du surplus d'émotions avec notre personnage qui va évoluer. Il y a peut-être un petit côté, comme on dit, manichéen, peut-être, oui, peut-être, c'est manipuler les émotions, peut-être. Moi, je le pense pas, mais ça peut peut-être être le ressenti de certaines personnes, plutôt que pour vraiment l'émouvoir de manière authentique. Oui, il y a peut-être un côté faussé, peut-être, on essaye trop. Il y a peut-être du vrai dans ce qu'ils disent. Alors moi, attention, moi j'en ai rien à foutre, moi je l'aime comme ça, le film. Mais j'essaie de comprendre le raisonnement de ChatGPT. C'est un film qui ne me touche pas. Bon, bah après, chacun, c'est subjectif. Hein. Il me dérange pas, il me dérange par sa volonté d'être constamment inspirant et universel. Ouais, un côté un petit peu trop blockbuster dans ce qu'il a à nous raconter. Pour plaire à un maximum de public. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bien noté d'ailleurs. Il y a du raisonnement quand même dans ChatGPT. Ensuite, The Matrix. Alors, j'ai vu le premier.
J'ai bien aimé. Après, c'est pas ma grande passion non plus. Voilà. Alors oui, The Matrix a bouleversé le cinéma d'action et a redéfini l'esthétique cyberpunk. Mais quand on gratte un peu sous la surface, on se rend vite compte que l'intrigue n'est qu'une grosse métaphore philosophique. Bah, c'est un peu une philosophie un peu sur la vie, un petit peu sur comment les gens sont manipulés et tout. Et en plus, ce film, c'était avant le Covid et tout. Et on s'est bien rendu compte qu'on nous a bien manipulés au temps du Covid et qu'on nous manipule encore avec les abattages des bovins qui est actuellement avec la maladie, je sais plus comment ça s'appelle. On sent qu'on nous encule encore, qu'on nous encule une deuxième fois après le Covid, quoi. Ah bah, faut abattre les animaux, nanani, nanana, par des pseudo-scientifiques et tout. Il y a un peu le schéma qui se répète. Mais bon, là, au temps de Matrix, tout ça n'existait pas. Donc, je ne peux pas me fier avec ce qui se passe actuellement. Que l'intrigue n'est qu'une grosse métaphore philosophique un peu pompier. Putain. Un peu pompier. J'ai pas compris là, un peu pompier, j'ai pas la ref là. Et les dialogues sont parfois d'un sérieux ridicule. Alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai aimé le film, mais je suis pas non plus rentré en extase devant ce film. Y a peut-être un petit côté un peu trop sérieux, peut-être. Ça se prend peut-être un peu trop au sérieux, oui, je serais peut-être un peu d'accord que c'est un peu trop... c'est un côté un petit peu trop clinique, peut-être un petit peu trop clinique dans sa mise en scène, un petit peu trop droit dans ses basques. C'est peut-être le côté un peu trop sérieux qui rend le film un peu moins fun dans son approche de divertissement, quoi. Alors oui, certes, il faut que ça soit sérieux, mais c'est vrai que quand tu regardes, le côté sérieux est peut-être un peu ennuyant. Moi, ça m'a fait peut-être un peu cet effet-là. J'ai dit, putain, c'est trop propre sur lui. Et ça dépasse pas. Il y a de l'action, il y a des dialogues, tac, il y a pas de divertissement. Ça manque vraiment de profondeur, de divertissement. C'est vraiment sérieux. T'as les scènes d'action, c'est peut-être un peu trop propre sur lui. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé le film, mais sans non plus être extasié devant. Par contre, niveau effets spéciaux, attention avec les ralentis. Moi d'ailleurs, je trouve que les ralentis, j'aime bien les ralentis, mais je trouve que on en fait un petit peu trop. Alors, les dialogues sont parfois d'un sérieux ridicule. La quête de liberté, la recherche de la vérité, tout ça, c'est bien beau, mais c'est aussi prévisible et au fond, ça manque de nuances. Et ben, vous savez que je serais peut-être du même avis que ChatGPT. En quelque chose, c'est peut-être un peu prévisible. C'est-à-dire, on sait, bon bah ok, on est manipulé, nanana, mais on n'avance pas. Derrière, on n'avance pas, quoi. On a des propos, mais les propos, on fait que les survoler sans vraiment rentrer dedans, quoi. Et au fond, ça manque de nuances. Les scènes d'action, bien que spectaculaires, ne m'ont pas autant marqué que celles de certains autres films d'action des années 90. Oui, c'est beau esthétiquement, mais il y a rien de... Les ralentis, nanana, il y a des termes et je les connais pas. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est vrai que c'est beau, c'est joli. Il y a des ralentis, c'est beau, c'est esthétiquement beau. Mais c'est un peu lisse. Je suis d'accord totalement avec ChatGPT. Je trouve que l'ensemble de Matrix souffre d'une certaine arrogance dans son approche du genre. Eh ben, pourtant j'ai bien aimé. Attention, Matrix 2, il y a des trucs qui m'ont vraiment plu. Il y a d'autres trucs qui m'ont un peu gonflé. Comme si le film se croyait bien plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. Là, il marque un point et je suis plutôt... En fait, pour le coup, The Matrix, ça serait peut-être un film un peu surcoté. Et sa démarche de ce que dit ChatGPT, je serais plutôt d'accord avec lui. Ensuite, Jurassic Park. Oh putain, par contre, il tape sur Jurassic Park. Frérot, je vais te défoncer la gueule. J'ai du mal à voir ce... Alors, c'est un film de 93. Hein. Alors, évidemment, je l'ai vu. J'ai du mal à voir ce film comme une œuvre cinématographique révolutionnaire. Wow. Alors là, par contre, il tape fort. Attention. Même si beaucoup le considèrent comme tel, bien sûr, il a ses mérites en termes d'effets spéciaux. Alors, ce que je peux dire, c'est que Jurassic Park, la majorité des dinosaures que vous voyez à Jurassic Park, ça se passe même pas au Jurassique. Voilà, c'est un petit tip que j'ai eu parce que je suis allé dans un zoo, pédagogique. Et il y avait le mec Cédric Jurassic Série, je sais plus comment il s'appelle, un YouTuber qui a fait une conférence. Et il a dit que dans Jurassic Park, il y avait quasiment pas de dinosaures qui se passaient au temps du Jurassique. Et d'un moment, tous ces dinosaures ne devaient jamais se croiser dans ce film. Et encore moins dans la vraie vie.
Bien sûr, il a ses mérites en termes d'effets spéciaux. Ça, c'est vrai qu'avec les animatroniques et tout, pour l'époque, c'était bien. Bon, on était quand même entre 93 déjà, on n'était plus dans les années 80, donc c'est normal aussi que les effets spéciaux ont un petit peu évolué. L'animatronique, le practical effect et tout, c'est vrai que, voilà. Il avait ça, mais bon, on était quand même déjà en 93, hein, voilà. Qui sont époustouflants pour l'époque. Mais l'intrigue m'apparaît assez prévisible et les personnages sont clichés au possible. Alors, s'ils parlent des adolescents, eh ben, ils ont peut-être un petit côté attachant. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas pris les ados les plus... Oh, ils ont pas... Oh, pourtant, les ados, je trouve quand même qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Les pré-ados, je trouve quand même que la fille... quand on voit sur leur visage la peur, on voit quand même qu'ils jouent bien. Ils sont pas trop agaçants. Je trouve qu'on a vu pire dans certains films avec des gosses. Je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Ce n'est pas un film qui m'a fait rêver. Attends. M'apparaît assez prévisible et les personnes... Alors, l'intrigue assez prévisible. En même temps, c'est une île avec des dinosaures. Et t'as un truc qui tourne autour de l'ADN. Bon, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre non plus à une histoire de dingue. C'est des dinosaures qui bouffent des gens au milieu d'une île. Il y a les trucs ADN. Alors oui, il y a le côté un peu intelligent de l'ADN, mais on n'a pas non plus poussé un maximum le trait. Alors on a fait voir un peu l'ADN. Bon, apparemment, ça serait possible. Scientifiquement, ça serait possible. Mais si du scientifiquement, peut-être, quoi. C'est vraiment... C'est 99% de fiction, 1% de scientifique, de science. Hein. Alors que l'intrigue m'apparaît assez prévisible, bah en même temps, une fois que tu connais un peu le schéma de l'ADN, bon, c'est vrai que le film n'est pas le plus intelligent des années 90. Mais là, quand même, ce petit côté intelligent sur l'ADN, franchement, on apprend des choses. Bon, même si ça reste minime. L'intrigue, bon bah c'est l'intrigue avec des dinosaures quoi, donc bon ça reste du blockbuster quoi, c'est du blockbuster hollywoodien, il y a une petite nuance d'intelligence derrière, bon on n'est pas non plus dans quelque chose de philosophique ni rien quoi. Ce n'est pas un film qui m'a fait rêver, mais plus un film qui me semble se reposer uniquement sur son concept, bah le concept des dinosaures. C'est vrai que quand tu grattes derrière l'ADN, les dinosaures, bon bah t'as un survival quoi, t'as un survival. C'est un film survival, quoi. Avec une ambiance plus de spectacle que de vraie tension. Ah non, je suis pas... Alors là, je suis pas du tout d'accord. La tension, frérot, tu l'as. Alors là, la tension, qu'est-ce que tu veux de plus comme tension, quoi? Qu'on te montre un peu moins les dinosaures? Bon, il y en a qui préfèrent quand on voit un peu moins les monstres. Bon, pour moi, ça, c'est un débat un peu stérile, hein. Il y en a qui flippent autant de les voir que de pas les voir. Alors ça, pour moi, c'est comme dans les films d'horreur. Oui, moi, je préfère quand c'est subjectif. Oui, mais moi, je préfère quand il y a des monstres. Ça, c'est le débat de merde par excellence. Sur son concept. Bah, en même temps, c'est des dinosaures. Comment tu vas améliorer un concept, toi? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Avec une ambiance plus de spectacle que de vraie tension. Je peux dire que la première fois que tu le vois, la tension avec les dinosaures, quand l'autre il gratte avec... il fait ça là, sur les plaques en aluminium. Je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est dans le premier, mais j'en suis pas sûr. Il tape comme ça là. Ou le moment où il y a les gamins dans le vide et tout. La tension, frérot, tu l'as. La magie des dinosaures ne suffit pas à sauver une histoire qui, à mes yeux, manque de profondeur. C'est vrai que ça reste un blockbuster, on n'est pas dans le film où le scénario est le plus ouf de la galaxie. Clueless. Alors celui-là, je l'ai pas vu du tout. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce film, la Clueless? Je ne connais absolument pas ce film. Attendez, j'ai regardé. Clueless. Ah bah, Clueless avec... c'est quoi ce film d'ailleurs? Avec Alicia Silverstone. Ah bah, Brittany Murphy. Ah bah, je sais pas, je ne connais pas du tout ce film. Alors pour ChatGPT, Clueless est un film culte. Alors je ne connais pas du tout. Je crois que je connais à peine de nom, si j'ai peut-être dû voir l'affiche. Alors je vais juste lire la critique parce que je ne connais pas ce film. Est-ce que vous êtes d'accord avec ChatGPT? On me dit souvent que Clueless est une satire brillante de la culture adolescente des années 90. Mais honnêtement, je trouve que c'est surtout une farce qui tombe souvent à plat. Alors tout à l'heure, j'ai vu la moyenne générale sur Source Critique, c'est 5,9. Après, ça doit pas être non plus le film du siècle. Les personnages sont souvent exaspérants. Bon, bah ça joue un peu sur les clichés des ados. Donc évidemment qu'ils vont pas mettre des ados qui sont propres sur eux et qui ont aucun défaut. Surtout Cher, qui semble à la fois complètement déconnecté de la réalité et pourtant dépeinte comme une sorte de visionnaire du lycée. Ils auraient peut-être pas pris la bonne approche pour parler d'un personnage
En fait, son côté satirique, il serait trompé dans son personnage. Dépeint comme une sorte de visionnaire du lycée. D'accord. Donc en fait, il serait trompé dans le casting, il serait trompé dans l'approche satirique de son personnage. Merde ça. Alors, le film manque de véritable enjeu et se contente de nous servir une comédie qui, bien qu'amusante parfois, n'a pas vraiment de substance. Bon, en même temps, j'ai regardé un peu l'affiche. On juge pas sur une affiche. Bon, ça a pas l'air non plus d'être le film du siècle. C'est marrant que ChatGPT parle de ce film d'ailleurs. C'est trop léger et dans son approche, il devient plus agaçant que rafraîchissant. Bon, en même temps, ça a l'air d'être une satire un petit peu légère. Voilà. Bon, je vais pas revenir dessus, je ne connais pas le film. Mais bon, apparemment, le film n'a pas respecté un personnage. C'est-à-dire que son côté satirique, ils ont pris un personnage qui ne respecte pas véritablement les ados des années 90. J'ai retenu que ça. Mais bon. En même temps, ça a l'air léger, hein. Quand tu regardes l'affiche, c'est sûr que c'est pas la liste de Schindler, quoi. Bon, les enjeux, bon, c'est léger, hein. Tu regardes avec l'affiche, t'as tout de suite compris, quoi. T'as pas besoin. Je pense qu'ils auraient dû peut-être choisir un autre film que Cluesque, parce que je ne connais pas du tout, d'ailleurs. Alors, Pulp Fiction. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été du tout fan de Pulp Fiction. J'ai trouvé des moments sympas. Il y a des moments où ça parlait beaucoup. Il y a un côté très verbeux. Vraiment, ça parle. Il y a des discussions. Ça parle. Ça agit pas beaucoup, ça parle. Je suis un peu ennuyé. Je ne suis pas un grand fanatique de Pulp Fiction de 94. Putain. Tarantino est un réalisateur souvent célébré pour son originalité. Mais Pulp Fiction me laisse plutôt froid. Bah moi aussi, il me laisse un petit peu de marbre. Je suis d'accord. Moi, il m'a laissé totalement de marbre. Bien sûr, les dialogues sont savoureux. Oui, avec... oh putain de merde, il a buté Marvin. Cette réplique a fait trop marrer. L'esthétique du film est unique et l'impact culturel est incontestable. Alors, oui, il a un impact culturel, bah, c'est indéniable, on peut pas lui dire, puisque la majorité des gens ont aimé ce film. Pourquoi ça a autant de succès, je ne sais pas. L'esthétique du film, c'est vrai qu'il a un côté tarantinesque, bon, un peu comme tous les films de Tarantino, le film est pas moche, esthétiquement. Mais l'impact global me semble exagéré. Eh ben, je serai un peu de la même avis que ChatGPT. L'histoire déconstruite, les personnages cool, mais un peu creux. C'est vrai qu'en y réfléchissant, les personnages sont assez plats. Alors ça parle, nanana, mais je trouve pas qu'ils ont un charisme de fou. Alors oui, ils ont des costumes. Il y a... Je sais même plus... c'est avec qui déjà, Pulp Fiction. Attendez. Je regarde un peu le casting parce que j'ai un peu perdu. Il y a Quentin Tarantino, John Travolta. C'est vrai que c'est un film un petit peu qui m'a laissé un petit peu de marbre. Le casting en eux-mêmes est bon, mais après les personnages, j'ai pas sauté au plafond parce qu'il y avait les personnages, quoi. Le tout saupoudré de violence gratuite. Alors là, c'est parce que ça y est, c'est son côté un peu ChatGPT, un côté un petit peu... oh là là, la violence, oh là 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 là, oh là là, pampan, oh là là, faut se cacher, faut se mettre des œillères. Moi, je trouve que franchement, Pulp Fiction, c'est pas le film qui a le plus de violence gratuite, quoi. Là, par contre, je suis pas d'accord. Alors oui, certes, il y a de la violence, mais alors j'ai vu des films avec beaucoup plus de violence que ça, quoi. Là, ça reste, moi, je trouve que ça reste plutôt safe, quand même, niveau violence. Alors oui, il y a Marvin, là, quand il s'est buté dans la bagnole, mais il n'y a pas non plus... Déjà, le film est que interdit aux moins de 12 ans, il est même pas interdit aux moins de 16 ans, donc ça prouve aussi qu'il n'est pas non plus... Voilà, violence gratuite, on repassera, quoi. J'ai du mal à voir en ce film autre chose qu'un exercice de style un peu vain. L'aspect culte du film me semble un peu forcé. Je suis un peu du même avis que ChatGPT. Et il ne me touche pas autant que d'autres œuvres de Tarantino comme Inglourious Basterds. Eh ben, j'ai pas vu Inglourious Basterds. Moi, ce que j'aime bien aimer, c'est les Kill Bill 1 et 2. Je serais plutôt du même avis que ChatGPT. Pulp Fiction, pour moi, c'est culte. On se demande pourquoi c'est culte, quoi. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec ChatGPT. Indépendance D. Ah, alors là, il a déjà Indépendance D, déjà, il divise parce qu'il a un côté un petit peu nanardesque dans ses dialogues, dans son approche un petit peu... un petit peu... Comment ça s'appelle quand on... Dans son approche un peu militaire... son côté un peu militaire, un petit peu patriote, voilà, le côté un peu patriote de ce film, il énerve un petit peu certaines personnes, un peu comme Top Gun, quoi, d'ailleurs.
Un film catastrophe qui mise tout sur les effets spéciaux. C'est vrai, mais c'est pas... Je veux dire, en même temps, c'est bien aussi de faire voir des grosses explosions et tout. Si c'est bien filmé et tout, oui. Mais qui, au fond, ne propose rien d'autre qu'une histoire ultra balisée. Bah, c'est sûr, c'est des Américains face à des extraterrestres. Niveau profondeur, on repassera. Après, je suis peut-être passé à côté du film. Mais c'est vrai que c'est vraiment le gros... Déjà, c'est Indépendance D, c'est par... C'est qui déjà Indépendance D? C'est un film de... Roland Emmerich. Donc Roland Emmerich, bon... C'est pas lui qui fait non plus les films avec le plus de messages et tout. Hein. Ça reste assez linéaire dans ses messages. D'ailleurs, c'est bien aussi qu'il n'y a pas beaucoup de messages dans ses films, c'est très bien. Hein, parce que moi, les trucs, un message... voilà, c'est bon, quoi. Faut nous la paix, quoi. Mais qui, au fond, ne propose rien d'autre qu'une histoire ultra balisée. L'intrigue est tellement prévisible que les personnages sont des archétypes sans profondeur. Ah, bah, ils prennent un peu les clichés des soldats américains de l'époque, quoi. C'est un peu un petit côté régalien, quoi. Un petit côté régalien aussi, oui. Bah ça, c'est sûr que c'était un peu les États-Unis de l'époque. Et encore, le Reagan, non, c'était avant. Oui, c'était avant. Mais ils ont repris un peu le concept de Reagan, quoi, du président Reagan, quoi. Et l'humour souvent forcé. Oui, bah c'est un côté un peu popcorn, quoi. Faut accepter son côté popcorn aussi du film, quoi. Tombe rarement juste. C'est un spectacle visuel, certes, mais il n'y a absolument rien de mémorable ou de marquant au niveau du scénario ou des personnages. Indépendance D se contente d'être un divertissement dénué de substance et c'est précisément ce qui le rend oubliable. Bah en même temps, qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il y a un message dans ce film, quoi. Là j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'analyse, d'analyser ça alors que c'est une invasion extraterrestre avec une armée américaine, des extraterrestres, le personnage central Will Smith, le côté patriote et voilà. En fait, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? J'ai envie de te dire, un côté social derrière, on veut pas, non, s'en branle. C'est bon, ils nous ont chié assez à l'appel comme ça. Faut nous la paix, quoi, à un moment donné. Voilà, je me suis un peu énervé sur ChatGPT. Là, franchement, je trouve que, bon, là, c'est un peu de la mauvaise foi, je trouve. Qu'est-ce que tu t'attends, quoi? C'est un film popcorn en même temps. Là, franchement, il n'y a pas d'analyse critique. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Alors, The Blair Witch Project. Certains le voient comme un chef-d'œuvre du cinéma. Alors, de 99. Certains le voient comme un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais pour moi, c'est un exemple parfait de film qui mise tout sur son concept plutôt que sur l'exécution. Alors, c'est de nous faire voir. C'est de nous faire voir quelque chose qui semble être vrai et qu'à la fin, on se rend compte que c'est faux. C'est ça, en fait, la base, le message même du film. C'est de faire voir. Que c'est vrai et qu'en fait on se rend compte que c'est faux. Pour moi, c'est un exemple parfait de film qui mise tout sur son concept plutôt que sur l'exécution. Le found footage est une technique qui peut être efficace, mais ici c'est juste une manière de dissimuler l'absence totale de scénario ou de véritable événement. Bah, l'événement, c'est qu'en fait c'est la crédulité de la population des gens, c'est de faire croire des choses à des gens. C'est de faire croire des gens. C'est ça, en fait, le message même du film. D'ailleurs, le message... Blair Witch... Blair Witch, message du film. Hop. Alors. Attends. Jouant sur la tension psychologique et l'imagination du spectateur plutôt que sur les effets spéciaux coûteux. C'est vrai qu'en fait le film joue beaucoup sur l'imagination du spectateur et la tension psychologie et aussi Attends, hop. En fait le film, oui, il joue un petit peu avec il joue un peu avec les nerfs du spectateur et avec la psychologie du spectateur. Ils essayent de nous faire croire des choses et à la fin, bah on se rend compte qu'en fait c'est faux. Et les personnages ont un rôle important dans cette mascarade entre le spectateur, les personnages. Est-ce que le réalisateur a voulu nous inculquer dans tout ça? En plus, il y a le côté tension psychologique, et le côté found footage qui rend la tension encore plus palpable. On est plongé autant, en fait, on se fait autant avoir que les personnages. C'est ça que le réalisateur veut nous montrer, c'est-à-dire que vous êtes avec les personnages, c'est comme si vous étiez complice de ce qu'ont fait les personnages,
c'est un peu ce que j'en ai déduit. Hein. J'ai même vu le 2. J'ai encore un petit peu du mal à synthétiser. Alors que le 2, c'est l'inverse. Le 2, c'est au début nous faire croire que c'est faux et qu'en fait, c'est vrai. Enfin, je crois que c'est ça. J'ai toujours un flou. De toute façon, j'avais regardé sur ChatGPT. Il y a plusieurs interprétations. De toute façon, dans les Blair Witch, il y a plusieurs interprétations. C'est un film à interprétation. C'est un diptyque à interprétation. C'est-à-dire, on se fait son propre avis à la fin. À la fin de chaque film. Est-ce qu'ils ont manipulé les personnages au dernier moment? Est-ce qu'en fait c'est vrai? Est-ce qu'en fait c'est faux? Voilà, il y a tout un cheminement, un puzzle. Chacun donne son propre, sa propre interprétation à la fin des films. Voilà. Je sais même où je suis. Ou de véritables événements. Le film se traîne en longueur avec des scènes où des personnages n'arrêtent pas de crier, courir dans les bois, mais on a l'impression que tout ça n'aboutit à rien. C'est vrai qu'il y a peut-être ce côté un petit peu redondant, toujours un peu la même chose. Dans les bois, ça crie. Après, ça crée peut-être une confusion chez le spectateur et aussi chez nos personnages. C'est pour nous faire un peu la détresse des personnages. Et c'est vrai que c'est peut-être pour faire avancer aussi peut-être le récit aussi. C'est pour donner de la crédibilité à tout ça, quoi. Nous faire voir que, bah voilà, on est en galère, bah la galère c'est aussi du temps, hein, c'est beaucoup de temps. On est en galère parce que on est dans les bois, donc ça prend beaucoup de temps pour rechercher des solutions. Voilà, le côté un petit peu longué, et bah c'est un peu ce que subit aussi les personnages. N'arrête pas de crier et courir dans les bois, mais on a l'impression que tout ça n'aboutit à rien et la fin une déception totale, un film beaucoup trop surestimé. Non, à la fin au moins ça pose quand même une base sur ce qui est vrai et faux. Même si à la fin c'est un film à interprétation, chacun interprète comme il veut, il y a quand même au moins une fin. Ensuite, le film The Five Element. Ah, le cinquième élément. Pourquoi ils l'ont traduit, c'est con? Pourquoi ils l'ont pas traduit? Le cinquième élément, donc, avec Bruce Willis. Voilà. Le cinquième élément de Luc Besson. Un film qui se veut culte, mais qui, pour moi, est un chaos visuel et narratif. Alors, déjà, visuel... est un chaos visuel. Alors, je suis pas d'accord avec parce que je trouve que franchement, esthétiquement, le monde a un style un petit peu cyberpunk d'ailleurs. Il a un style un peu cyberpunk. Je trouve la ville est magnifique. Franchement, c'est fait je crois que c'est fait beaucoup en costume, en practical effect. Vous pouvez me dire s'il y a des effets spéciaux numériques aussi. En 97, je crois que ça a commencé. Non, le niveau visuel, franchement, on peut pas dire ça entre les costumes et tout. La ville aussi est magnifique. Franchement, il y a le côté visuel, franchement, et je pense à même le visuel des cheveux de Lilou, d'ailleurs, j'ai la Funko Pop de Lilou, d'ailleurs, à côté un bras maintenant. L'esthétique déjà rien que du personnage déjà avec ses cheveux roux. Non, je suis pas d'accord. Et la narration, bah, c'est une narration un peu sur une invasion aussi extraterrestre. Luc Besson a une manière très singulière de réaliser ses films. Mais je trouve qu'ici, le cinquième élément tombe dans un excès de kitsch. Je peux pas lui donner tort. Il y a peut-être ce petit côté un peu kitschouille. Je peux pas lui donner tort. Et de style au détriment de la cohérence. Alors d'ailleurs, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas eu le cinquième élément. Le message du film à la base avec les invasions extraterrestres, j'ai un peu perdu le scénario du film. Alors, est-ce que le scénario est oubliable? L'histoire est oubliable, en définitive. L'histoire de science-fiction semble confuse. C'est peut-être pour ça que j'ai pas retenu. J'adore le film, attention, j'adore le film. Je passe à chaque fois un bon moment. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu qu'en fait, peut-être que l'histoire de science-fiction est tellement confuse que peut-être on oublie l'histoire. Je me rappelle plus trop ce qui se passe en fait dans ce film. Les personnages sont caricaturaux. Bon, bah, c'est un côté exagéré. Mais ça, c'est parce que c'est le côté dystopique qui veut que c'est des personnages caricaturaux. C'est les personnages de l'époque. C'est les mentalités de l'époque aussi qui est comme ça. Le côté caricaturaux, c'est par rapport au côté futuriste de la chose, quoi. Et la performance de Bruce Willis, bien que charismatique, ne parvient pas à sauver un film qui souffre d'un manque d'enjeu et d'une intrigue qui ne m'a jamais captivé. Bah, à la base, c'est un peu sur un complot extraterrestre, je crois que c'est ça. Oh, je me rappelle plus du tout du scénario. Alors Bruce Willis, c'est charismatique, là par contre, on peut rien dire.
Et d'ailleurs, c'est dommage que qu'il parle pas de Lilou, joué par c'est Mila Djokovic. C'est Mila Djokovic qui joue Lilou. Attends, c'est qui joue Attends, le cinquième élément. Le cinquième élément. Qui c'est qui? Ah bah c'est Mila Djokovic qui joue Lilou. Alors hop, désolé de faire ça, hein, je vous ai expliqué pourquoi. C'est trop déjanté pour moi, mais pas de la bonne manière. Bon, bah après, c'est côté subjectif aussi, hein. Mais le côté kitsch, je suis peut-être un peu d'accord avec ChatGPT. En tout cas, moi je trouve que peut-être le côté scénario est peut-être oubliable, si ça fait un moment que tu l'as pas vu. Il y a des choses, je trouve que ChatGPT n'est pas à côté de la plaque à chaque fois. Bon, peut-être un peu sur Indépendance D, je trouve qu'il était un peu bon. Attendez, je l'ai fait le 8. Ouais. Et pour finir, The Fight Club. Donc Fight Club, j'ai bien aimé. Avec, attendez. Attendez. Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais Fight Club ne m'a jamais convaincu. On va savoir pourquoi. Certes, c'est un film qui a marqué son époque. Ça, c'est sûr, moi, je l'adore. Avec ses thèmes de rébellion et de masculinité toxique. C'est sûr que le côté viril, le fait de se tabasser, cette espèce de violence gratuite entre mecs, masculinité toxique. C'est vrai qu'avec les femmes, alors moi je suis pas du tout truc féministe et tout, je m'en fous, hein, moi les débats féministes j'en ai rien à foutre. C'est vrai que la masculinité toxique, c'est vrai qu'avec les femmes, c'est pas non plus des cadeaux quoi. Mais l'ensemble me semble un peu trop intellectuel pour ce qu'il est. C'est vrai qu'il a peut-être un petit côté sérieux, un petit peu comme à la Matrix. Sauf que est-ce que ça se prendrait peut-être un peu trop au sérieux? C'est peut-être un peu ce qu'il a reproché aussi à Matrix. Dans son approche, c'est vrai que c'est un côté très sérieux, ça rentre, mais il a quand même un côté un peu plus déjanté quand même que Matrix. Moi, j'adore Fight Club. Il a quand même un côté un peu plus déjanté que Fight Club quand même. Il y a des moments un petit peu un peu marrant dans Fight Club. Bon, ça reste léger l'humour. Attention, hein, c'est pas les tuches, hein, c'est pas les tuches 3, attention. Hein. Mais je trouve qu'il a quand même une approche. Attends. Le film essaie de nous faire croire qu'il est beaucoup plus profond. Attends, je sais même pas où j'en suis. L'ensemble me semble un peu trop intellectuel pour ce qu'il est. C'est vrai que ça essaie peut-être d'intellectualiser un petit peu la violence, la folie. C'est peut-être, ils intellectualisent peut-être un petit peu la folie du personnage, la psychologie du personnage. Est-ce qu'ils intellectualisent? C'est vrai que c'est très perché. Hein. Niveau le cheminement du personnage et tout, ça a peut-être un petit côté un petit peu intellectuel qui peut peut-être déplaire. Et je serais peut-être du même avis que ChatGPT. Il y a peut-être un petit côté intellectuel qui fait que en enlevant un peu d'intellectuel dans ce film, ça aurait peut-être été encore mieux. Le film essaie de nous faire croire qu'il est beaucoup plus profond qu'il ne l'est en abordant des sujets comme la consommation, l'identité et la violence. Mais je trouve qu'il finit par se prendre trop au sérieux. Bah oui, c'est peut-être la démarche de ce film, du réalisateur, du scénario. Peut-être intellectualiser tout, essayer de rendre les addictions au jeu, les addictions à la consommation, à la drogue, etc. Et aussi à la détresse. Parce qu'il y a un côté très détresse des personnages aussi. Et la pauvreté, quand on voit qu'ils vivent dans un taudis, on voit que la folie, ça peut partir loin. Ils ont peut-être voulu trop centrer leur récit sur une façon d'aborder leur sujet, peut-être d'une façon un petit peu trop poussée, un petit peu trop intellectuelle. Et je serais peut-être de l'avis de ChatGPT, parce que ma mère, elle a regardé ce film, déjà elle a trouvé qu'il y avait de la violence gratuite, et elle n'a pas du tout adhéré à ce film. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté
à cause de ce côté un petit peu trop intellectualisé, un petit peu trop sérieux. Bon, il y a des moments, il faut que ça soit sérieux. Mais le côté trop, voilà, on nous fait voir de cette façon-là, mais c'est trop propre sur lui. Non, je comprends la démarche de ChatGPT sur ce qu'il a dit. Je trouve qu'il finit par se prendre trop. Et le twist final, qui est censé être un choc, ne m'a pas du tout impressionné. Alors c'est vrai qu'à la fin, ça part sur un truc, tout pète et tout. Tu fais wow, en fait, j'ai l'impression que t'es plus impressionné que de te dire ah oui, c'est comme ça. En fait, c'est lui qui. Ah oui. Le côté grand spectacle a peut-être énervé certains, peut-être. Alors attends, j'ai regardé twist final, Fight Club. L'effet est immédiat. Taylor disparaît définitivement, mais le narrateur survit comme la dalle ne fait que traverser sa joue. L'instant d'après, il est rejoint par cet homme de main qui amène Marla enlevée sur les ordres de Taylor. Le narrateur leur demande de les laisser seuls. Eh oui. Ah, putain, je me rappelle mieux comment ça se finit le film. Le mec il a. Taylor n'est pas une personne réelle. C'est une manifestation du subconscient du narrateur. Voilà. En fait, celui-là. Ouais, non, bah, je vais pas vous spoiler le film. C'est bon, je me rappelle maintenant, c'est bon. Taylor n'est pas une personnage réel, c'est une manifestation du subconscient du narrateur. Ça, c'est foutrement intelligent. Et le fait qu'à la fin, ça parte en tout explose tout, c'est l'apothéose du personnage. J'ai trouvé ça plutôt bien. Et je trouve que franchement, ChatGPT, après réflexion, il exagère un peu parce que franchement, le plot twist final, là c'est bon, ça me revient. Il est extraordinaire, quoi. Après, c'est peut-être le côté un peu explosion, un peu festif et tout, qui fait, c'est un peu, ça part avec la musique derrière et tout. C'est vrai que ne m'a pas du tout impressionné. C'est vrai que ça fait un choc, mais c'est vrai que si t'as pas adhéré au film, tu te dis à la fin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un film trop m'as-tu vu qui cherche à être une révélation plutôt qu'à livrer une véritable réflexion. La réflexion, c'est plus un film. On est un peu sur du onirique, on est un peu sur de l'onirique. C'est un peu un film onirique pour oublier un petit peu. C'est un film onirique d'ailleurs parce que c'est pour oublier un petit peu les malheurs de certains personnages. C'est un peu. Attends, est-ce que Fight Club c'est un film onirique? Fight Club, film onirique. C'est une charge. Attends. Anatomie d'un culte cinématographique entre nihilisme, masculinité toxique et critique du consumérisme. C'est vrai qu'il y a un côté aussi sur l'argent et tout, quoi, sur le pouvoir, quoi. Fight Club est bien plus qu'un film culte, c'est une charge explosive contre le consumérisme, un manifeste sur l'identité masculine et une descente brutale dans la psyché moderne. C'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit là la critique de Google. C'est une charge explosive contre le consumérisme. Alors c'est quoi le consumérisme exactement? Attendez. Protection des intérêts du consommateur par des associations. Propension à consommer. Ouais, c'est vrai. J'ai pas trop vu le côté consumériste. C'est vrai que je suis passé un peu à côté. Est-ce que c'est un côté onirique quand même le film? Est-ce que c'est un côté un peu onirique, un peu... Il y a un petit côté... Bah oui, puisque il se retrouve avec son double de lui pour oublier un peu son calvaire. Il y a un petit côté onirique quand même dans ce film. C'est un film trop m'as-tu vu qui cherche à être une révélation plutôt qu'à livrer une véritable réflexion. Donc, je suis d'accord avec certaines choses de ChatGPT. Après, c'est sur le consumérisme, j'ai pas trop la rêve sur la masculinité toxique, oui, mais sur le consumérisme, j'ai pas trop. Bah, dites-moi dans les commentaires pourquoi on parle autant de consumérisme. Je suis passé un peu à côté de ça. Dites-moi dans les commentaires parce que aussi cette vidéo, c'est aussi pour apprendre s'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans les films. Donc, dites-moi, essayez d'expliquer chacun des 10 films que je vous ai dit. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas compris un certain passage ou une certaine réflexion du film, c'est intéressant de
d'aborder un petit peu ces sujets-là, quoi. Le consumérisme, je suis passé un peu à côté de tout ça. Il y a la violence gratuite, la masculinité toxique, le fait d'être carrément dans la merde, quoi. C'est un côté très psychologique du personnage. Le psychisme du personnage qui est poussé jusqu'à son paroxysme et tout. Et le côté consumériste, j'ai du mal un petit peu à... J'ai un peu du mal à assimiler ça, quoi. Donc, en tout cas, j'espère que ce premier volet du concept à la base de Dirty Tommy... merde, je sais même pas où je l'ai mis le truc. Attendez. Dirty Tommy. Hop. Lui, il avait fait les films cultes des années 80 que ChatGPT déteste. Et moi, j'ai fait les films cultes des années 90 que ChatGPT déteste. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, Dirty Tommy, hein, parce que t'as dit que tu nous afficherais si on faisait ton même concept. Alors après, ça fait 7 mois que t'as rien fait. Donc j'ai l'impression que j'en déduis que tu as arrêté le concept. Sinon, tu l'aurais refait depuis. En tout cas, je trouve ton concept génial. Et j'espère que ça te donnera envie d'ailleurs de poursuivre l'aventure, hein, grâce à moi. Donc voilà, déjà 51 minutes de vidéo. Alors je vais coter un petit peu Fight Club, hein, parce qu'il y a des trucs, on m'a téléphoné, etc. Donc à chaque fois, on vient me faire chier à chaque fois que je fais une vidéo. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, on peut pas y échapper. En tout cas, expliquez-moi sur le consumérisme un peu de Fight Club. S'il y a des trucs qui m'ont échappé, n'hésitez pas à parce que j'ai pas non plus... Moi, il y a des réflexions sur des films que je ne comprends pas. On peut pas non plus tout comprendre. Hein. On peut pas comprendre tous les messages du film. Moi, le consumérisme, je suis passé un peu à côté. Donc, dis-moi dans les commentaires s'il y a des choses à revoir dans mes analyses. Ou s'il y a des choses, vous êtes d'accord avec moi. C'est intéressant. C'est une vidéo très riche. Et ma conclusion, c'est que je trouve que ChatGPT, malgré que ça soit des réflexions de différentes personnes, arrive bien à synthétiser les choses, à être juste, bon, indépendance de sur un peu de mauvaise foi quand même. Pourquoi il a choisi Cloès, alors que c'est une comédie un peu bateau? J'ai l'impression que c'est plutôt un film un peu bateau plutôt qu'un film culte. Bon. Alors, ils auraient pu choisir d'ailleurs des films français aussi. J'aurais pu demander aussi des films français. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format-là. Moi je trouve que c'est génial. Dirty Tommy, je trouve ton format est génial. J'espère que tu vas, d'ailleurs, ça va t'inciter à en refaire parce que j'adore ton concept. Et je trouve que ChatGPT a une réflexion qui pousse à la réflexion derrière. À dire, oui, mais ça, et je trouve que c'est très enrichissant. Vous avez vu comment j'ai analysé les films? Ça m'a permis de réfléchir sur les réflexions, tac, tac, tac. Je trouve que c'est un bon exercice pour être un bon sens critique, de se baser sur ChatGPT en essayant d'analyser les films comme ça. C'est très enrichissant. J'ai rarement autant argumenté que devant cette vidéo-là. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, pour de prochains vide-greniers. Bon là en ce moment les vide-greniers, ou pour de prochaines critiques cinéma. Ciao et bye bye. Allez, à plus.